Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Marine Mabir, je suis chargée de communication pour le Syndicat national des accompagnateurs en montagne et l'association des accompagnateurs en montagne qui est à l'origine de ce débat aujourd'hui. On souhaitait, donc je vais être l'animatrice du débat. On voulait dans un premier temps remercier l'équipe du film qui nous laisse la possibilité de nous exprimer aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur et qui est le pari du retour à la nature comme vecteur d'attractivité de la montagne. Parce qu'en effet, depuis quelque temps déjà, mais aussi particulièrement en ce moment avec ces périodes successives de confinement et déconfinement, on remarque un véritable besoin de retour à la nature. Et donc forcément, quand on a un besoin qui se crée d'un côté, on a de l'autre côté la nécessité d'y apporter des réponses. Et donc, c'est là que les professionnels entrent en jeu. Et c'est là aussi que pour eux se crée un véritable pari. Face à ça, on a de fortes valeurs aussi qui se rattachent avec un tourisme responsable en circuit court, avec une volonté de découvrir les territoires et ceux qui y vivent, et aussi un souhait d'éducation, de sensibilisation à l'environnement, à la santé, au bien-être, etc. Donc le sujet est vaste aujourd'hui, vous l'avez compris. On a autour de notre table, on va avoir d'ailleurs, parce que pour le moment on n'a que 4 intervenants, on va avoir 7 intervenants qui vont succéder, qui sont tous professionnels de la montagne ou bien en lien très étroit avec les activités de montagne et qui s'efforcent tous les jours d'apporter des réponses à ce grand besoin de nature. Je propose qu'on commence par un petit tour de table pour que chacun se présente et puis on rentrera dans le vif du sujet après. Victor, vous commencez? Tu commences d'ailleurs, on va se tutoyer. Oui, merci Marine. Donc, Victor Vial, effectivement, moi je suis chargé de projet à la Fédération française de randonnée au comité de Savoie. Donc, récemment, depuis le mois d'octobre, puisqu'auparavant j'étais donc technicien randonnée auprès du conseil départemental de la Savoie, voilà, qui est impliqué sur les activités de pleine nature, la randonnée. Et donc, c'est à ce titre-là que je vais intervenir aujourd'hui pour présenter notamment les résultats de l'enquête des clientèles qui a été menée en partenariat avec Savoie Mont Blanc Tourisme. On va vous écouter voilà. dans un petit instant. Laurent. Oui, bonjour Marine, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Laurent Bouy, je suis réalisateur de films documentaires pour la télévision. Je m'occupe depuis 3-4 ans d'une collection de films documentaires qui s'appelle Les plus beaux treks, qui est diffusée par 3 chaînes, les chaînes Voyage, la chaîne France 5 qui rediffuse la saison 1 actuellement et la chaîne TV5 Monde. Voilà, il s'agit de documentaires de 52 minutes. Chaque documentaire est consacré à un grand itinéraire de trek du type GR20, Tour du Mont Blanc, ou alors à un territoire qui est propice au trek et un peu plus largement aux activités de pleine nature, comme par exemple le dernier film qu'on a fait cette année dans le Morvan, voilà. Et notre particularité à nous, c'est qu'on a choisi de donner la parole aux acteurs de ces territoires et aux acteurs de ces activités. En particulier, chaque film est construit autour d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice en montagne, parce qu'il y a de plus en plus de films qui font ce métier, voilà, légitime sur l'itinéraire en question. Donc, on n'a pas d'animateur, on n'a pas de gens très connus dans ce monde-là, mais à chaque fois, on dresse le portrait d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice en montagne par rapport à un itinéraire, et autour de tout ça, on invite d'autres intervenants qui tous sont concernés par cette activité-là. Voilà. Vous nous en direz plus dans un petit instant aussi. Thierry, à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Thierry Seret, je suis le cofondateur de l'agence Code Zéro, qui est une agence conseil spécialisée dans le sport et dans l'évolution des pratiques sportives. Nous, notre métier, c'est d'aider avec nos clients, d'aider nos clients à concevoir des stratégies et des projets innovants.
en phase avec les nouveaux enjeux de société, c'est-à-dire que nous, notre spécialité, c'est d'essayer d'aller expliquer pourquoi les pratiques sportives évoluent, pourquoi les cultures sportives sont différentes aujourd'hui. D'accord, merci. Et Alain, enfin. Oui, alors, Alain Pékin, moi je suis président délégué de l'association des accompagnateurs en montagne, c'est-à-dire qu'on a cette association regroupe beaucoup d'accompagnateurs sur tous les territoires français, à peu près 2500 professionnels, tous membres du syndicat national des accompagnateurs en montagne. Et nous, notre mission, ça va être d'assurer la promotion de la profession et également des activités de nos membres via notamment un outil qu'on a upgradé cette année qui s'appelle le Rando Portail, qui permet à chacun, dans quelques semaines, de pouvoir réserver en ligne directement auprès des professionnels sur tous les territoires de montagne de France, mais également des dom-toms. Voilà. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Merci Alain. On accueillera aussi au cours de ce débat 3 autres personnes. On aura Nicolas Tagan, qui est le président du Centre de formation des accompagnateurs en montagne. Aussi Céline Mathéo, qui est la directrice de l'Office de tourisme Cœur de Tarentaise, et Virginie Depierrot, qui est la responsable de l'AEM Voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'onglet questions sur vos écrans. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est Victor qui va commencer et qui va nous planter un peu le décor avec un retour sur l'étude qui a été menée conjointement par Savoie-Mont-Blanc Tourisme, les comités départementaux de la Savoie et de la Haute-Savoie, la GAT et l'agence Contour. Voilà, donc merci Marine, effectivement, merci pour l'invitation. L'idée, effectivement, c'était de vous présenter quelques données recueillies de l'étude balade et randonnée qui a été réalisée donc et financée par le Conseil Savoie-Mont-Blanc et Savoie-Mont-Blanc Tourisme, en partenariat avec les 2 conseils départementaux Savoie et Haute-Savoie, et puis l'agence de développement des territoires AGAT, qui avait missionné le bureau d'études Contour pour réaliser cette étude. L'idée de l'étude, c'était de partir du constat, en fin de compte, qu'il y avait une baisse de fréquentation de la montagne et de nos territoires de Savoie-Mont-Blanc l'été, puisqu'on était passé de 25,5 millions de nuitées en 2003 à 21 millions en 2014. Donc, on avait quand même eu une baisse qui s'est un petit peu altérée ces dernières années parce qu'on est remonté en 2019. Le constat aussi que la première activité qui était pratiquée en Savoie-Mont-Blanc, c'était la randonnée. Et donc, l'objectif, c'était de rechercher des leviers, aller interroger les clientèles, aller mieux les connaître, quelles étaient leurs attentes, pour rechercher des leviers afin d'accroître la fréquentation l'été et favoriser les retombées économiques sur nos territoires. Accroître la fréquentation, alors cette année, en 2020, l'été 2020 a été assez particulier puisque finalement, sur l'été, il y a eu une grosse baisse de fréquentation, si on compte la saison de juin à octobre. Après, on a eu un mois d'août très particulier puisqu'on a eu pour le coup une grosse augmentation sur le seul mois d'août par rapport au mois d'août 2019 puisqu'on a eu plus 6%. Donc voilà, l'idée c'était aussi de se dire, malgré le fait qu'on ait certains secteurs qui soient peut-être très fréquentés, voire surfréquentés, malgré le fait qu'on ait des périodes aussi où on ait beaucoup de fréquentation, comment on peut activer des leviers pour aussi, d'une part, attirer peut-être des nouvelles personnes et puis pouvoir aussi déployer de la fréquentation sur les ailes de saison à d'autres moments et à d'autres endroits aussi du territoire. Voilà, ça c'était un petit peu les 2 objectifs de départ par rapport à cette étude. Et ça me semblait intéressant de la mettre en perspective par rapport à notre sujet aujourd'hui, donc le retour à la nature. Effectivement, cette idée du retour à la nature comme pari d'attractivité pour attirer des gens sur nos territoires, elle est intéressante. Et il y a quelques éléments de l'étude qui vont dans ce sens, qui le renforcent.
Donc notamment, si on prend la pratique de la randonnée, hein, j'ai dit tout à l'heure que c'était une pratique fortement attractive pour nos territoires, puisque on a 87% de partants en vacances l'été qui pratiquent soit de la marche, donc sous toutes ses formes, hein, de la balade, de la randonnée, du trail. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel de clients qui est important. Et puis, ces personnes qui, pendant leurs loisirs ou pendant leurs activités touristiques, pratiquent la marche, non seulement on a un gros volume de personnes qui le pratiquent, mais en plus, ils pratiquent souvent, puisque 60% des pratiquants vont faire de la randonnée ou de la balade tous les jours, durant leur séjour en montagne notamment, ou un jour sur deux. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à observer en préalable. Si on rentre un petit peu dans le détail et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, effectivement, quand on est allé interroger les clients, on voit que tout ce qui a trait à la nature, au bien-être, à la découverte, c'est des choses qui sont importantes et qui sont attendues aujourd'hui. Alors, c'est des tendances de fond, hein, qu'on ne découvre pas avec cette étude, mais disons que là, on a eu des éléments objectifs pour formaliser un petit peu cette tendance. Donc, par exemple, quand on interroge les Français ou les pratiquants sur quels termes ils associent à la randonnée, ils vont l'associer, voilà, pour beaucoup à la marche évidemment, à la découverte et surtout à la nature. Donc on voit que là il y a un levier qui peut être intéressant. Sur la slide d'après, on voit aussi dans les motivations à la marche, les motivations à la randonnée, on voit qu'on a un fort taux de réponse sur ces tendances de fond. Le bien-être qui revient tout le temps, hein, même dans d'autres études qui ont pu être faites au niveau national, la santé, la convivialité, la déconnexion, et puis ce lien à la nature qui arrive ici sur ce graphique en 4e position. Mais voilà, on voit qu'on est bien dans ces tendances assez fortes qui viennent confirmer ce qu'on peut pressentir et ce qu'on constate un petit peu sur le terrain. Voilà, toujours dans les motivations pour les Français qui sont déjà allés en montagne l'été, donc c'est ceux qui sont déjà un petit peu nos clients. Ils viennent effectivement pour la rando, le repos, le patrimoine aussi à la fois culturel, la gastronomie. On voit aussi les fondamentaux comme les lacs. Voilà, tout ça, ça confirme un petit peu cette tendance, ce lien au ressourcement, à la nature. Et puis, si on va un peu plus loin dans le détail, sur la diapo d'après, on voit que les objectifs vraiment de marche sont liés voilà, au paysage, à nos parcs nationaux. On en a beaucoup en Savoie, au lac. Donc voilà, on est sur cette recherche quand même très forte de patrimoine naturel, de liens, de grand air. Voilà, on a des chiffres qui sont quand même assez marquants. Et de ce fait-là, le signifiant retour à la nature, il est intéressant à aller travailler. Voilà, donc là, c'est un petit graphique. On ne l'avait pas forcément sorti, celui-là, au moment de l'étude, mais c'était pour confirmer le fait qu'il y a un lien et le besoin de se rapprocher à la nature qui est ancré dans les motivations à la fois des gens qui ont déjà fait un séjour en montagne, ou notamment en Savoie-Mont-Blanc, et qu'il est un petit peu plus éloigné, par contre, pour ceux qui n'ont jamais fait de séjour en montagne. Donc on voit que là, il y a peut-être un peu moins de levier sur ce segment de clientèle par rapport au retour à la nature. Une fois qu'on a dressé un peu ce constat, donc c'est vrai que c'est quelques chiffres qui sont allés, ça va assez vite, mais c'était surtout pour illustrer l'idée et montrer qu'on a des vraies données objectives aujourd'hui qui vont dans ce sens, hein, de motivation au séjour en montagne. Une fois qu'on a posé ce constat et qu'on veut prendre un peu de hauteur, on voit qu'on peut apporter tout de même des nuances. Qu'est-ce que ça veut dire, le contact avec la nature? Donc on voit dans les verbatims. Alors ça, c'est des données qui ne sont pas issues de l'étude Savoie-Mont-Blanc, mais qui sont issues d'une étude réalisée par Atout France, à peu près dans le même temps. Et on voit que les verbatims associés avec la nature, on a vraiment ça, cette beauté des paysages, jouir du calme de la nature, la tranquillité. Donc on est dans cette, voilà, vraiment cette tendance
d'être un peu isolé, de s'éloigner de la foule face à un public qui est de plus en plus habitant en ville, de plus en plus urbain et qui voit un peu la nature comme un espèce de refuge, une espèce de nature sauvage. Voilà, on voit là dans les motivations des randonneurs. En troisième point, on a être au calme, loin de la foule. Donc on est bien dans cette idée de la montagne et de la randonnée pour être un petit peu au calme, voilà, peut-être dans quelque chose d'un peu éloigné de l'urbanité, de l'aménagement urbain et peu anthropisé. Donc ça, c'est une première nuance à avoir en tête. Et puis le deuxième point, qui est ressorti aussi de l'étude Savoie-Mont-Blanc, c'est le fait que la nature, la montagne, en tout cas nos territoires de montagne, ils sont parfois perçus comme étant difficiles d'accès. Difficiles d'accès parce que finalement, on est sur un milieu qui peut être vu comme hostile, qui est difficile, la pratique elle est compliquée, il y a du mauvais temps, il y a une météo qui est instable, on n'a pas forcément les clés non plus pour aller découvrir ce milieu-là. Et donc, ça, c'est une deuxième nuance à apporter, c'est-à-dire, OK, la nature, ça peut être un vrai levier pour faire venir des gens. Par contre, attention, c'est aussi un frein dans le sens où on a de plus en plus de personnes qui habitent en ville et qui n'ont pas connaissance de notre milieu. Et l'image qu'on renvoie, elle n'est pas forcément une image très accueillante, une image où vous pouvez venir en sécurité, pratiquer de la rando facile, la rando pour les familles notamment. Et ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du frein. Voilà, donc ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Quand on est allé interroger les personnes qui ne pratiquaient pas, finalement, quand on leur demande pourquoi vous ne pratiquez pas, pourquoi vous ne venez pas en montagne, très souvent, ce qui ressort, c'est qu'il y a une méconnaissance du milieu, on ne sait pas bien, on a un petit peu peur. Alors, il y a la crainte de la météo, mais ça révèle aussi la difficulté liée au milieu. Et puis, on n'est pas intéressé par les activités de montagne. Bon, ça, c'est parce que souvent, on ne connaît pas, ou alors ça, c'est des freins qui sont plus difficiles à aller chercher. Mais néanmoins, on voit bien que l'idée du retour à la nature, quelque part, elle est pas suffisante aujourd'hui pour aller chercher les gens. Et quelque part, pour partie, elle est à nuancer parce que elle peut soit apporter une image fausse, c'est-à-dire dans le cas d'une nature sauvage où les gens vont rechercher quelque chose éloigné de la foule, on a vu comme verbatim. Aujourd'hui, en Savoie-Mont-Blanc ou sur des territoires de montagne, on est quand même sur des territoires fortement anthropisés. Il y a de l'activité pastorale, il y a de l'activité forestière, il y a d'autres activités. Et donc, on n'est pas tellement dans quelque chose de complètement wild, sauvage, de désert où il y aurait que nous, en tant que randonneurs, qui occupons l'espace. Et donc ça peut créer des déceptions. Quelqu'un qui vient en se disant je vais être tout seul dans la montagne, et qu'il arrive, il y a un berger qui est là, avec ses moutons, il y a des vaches, il y a une machine à traire, voilà. Ça peut amener des déceptions, et ça, il faut l'expliquer, il faut être en capacité de le prendre en charge et de donner ces codes-là. Et puis, de l'autre côté, on a cette image de montagne difficile, il faut être en capacité de l'accompagner et de rassurer. Et donc, par rapport à ça, une des solutions qui est travaillée au niveau qui ont été travaillées à la suite de cette étude au niveau de Savoie-Mont-Blanc, et dans le cadre du collectif Randonnée Savoie-Mont-Blanc, c'est ajouter la notion de découverte, thématisée, parce qu'on voit bien que un des gros leviers qui a été mis en évidence, c'est le fait qu'il faut thématiser nos offres, thématiser à la fois, alors ça peut être sur des choses propres au milieu naturel, comme l'observation de la faune, l'observation de la flore, qui sont des leviers importants pour attirer les gens. On voit que les gens ils sont attirés par ces sujets-là. Et puis, ils peuvent être aussi combinés avec le bien-être, d'autres thématiques, la thématique lac. En tout cas, l'idée, c'est de trouver des signifiants qui vont parler aux gens qu'on veut attirer, et puis guider, sécuriser, accompagner ces gens-là et donner des clés pour comprendre la nature, le milieu dans lequel ils vont évoluer. Et pour ça, un des points très forts qui a été mis en avant, c'était de dire, pour répondre à ça, pour répondre à ce besoin de thématique, pour répondre à ce besoin de sécurité et à ce besoin
donner des clés. Les accompagnateurs en montagne, ils ont un rôle qui est absolument central. Alors d'un côté, il peut y avoir la question de l'aménagement de l'offre, l'aménagement des sentiers, le balisage, etc. Mais ça suffit pas. Et aujourd'hui, les accompagnateurs en montagne ont une vraie expertise, une vraie plus-value sur le sens de la randonnée, amener du sens dans les offres. Ils connaissent très bien leur territoire. Ils ont des capacités de pédagogie absolument fondamentales pour transmettre ça aux clients. Donc ça, c'est un vrai plus. Cependant, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait aujourd'hui très peu de clients qui connaissaient le métier d'accompagnateur. Il y en a très peu qui savent faire la différence entre un accompagnateur en montagne et un guide de haute montagne. Donc ça c'est déjà problématique. Et puis, il n'y a pas forcément dans le grand public la vraie connaissance de ce qu'est un accompagnateur en montagne, qu'est-ce qui va pouvoir m'amener, qu'est-ce qui va me montrer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même seulement 7% des clients qui ont recours à un accompagnateur en montagne, et on voit bien que c'est trop peu par rapport aux besoins qui ont été exprimés avant, sur le besoin d'être rassuré et sur le besoin de sens. Et pour autant, quand on les interroge, ceux qui sont passés par un accompagnateur en montagne, on est sur des taux de satisfaction, des taux de reconnaissance de la prestation qui sont quasiment jamais vus, quoi. Quand on est sur 93% de rapport qualité-prix, c'est quelque chose qui est absolument phénoménal. Donc, il y a une vraie reconnaissance, il y a une vraie qualité, une vraie expertise qui est à valoriser et qui est un vrai levier aujourd'hui pour attirer les clients, pour les guider justement vers plus de nature, vers plus de thématiques. Voilà, c'était un peu l'idée de mon propos, de ce propos d'introduction, c'était dire effectivement, on a des vrais leviers aujourd'hui par rapport au retour à la nature, mais attention quand même sur l'image qui peut être envoyée, à la fois sur l'image difficile, à la fois sur l'image de ne pas mentir non plus sur ce que sont nos territoires. Il y a quand même une nature, certes, mais qui est habitée, il y a des liens, il y a une compréhension, une articulation entre le milieu humain et le milieu naturel qui sont à trouver. Et pour ça, je crois qu'on a quand même des leviers forts avec l'expertise des accompagnateurs en montagne. Alors, au niveau de la Fédération française de randonnée, on est aussi dans ce même état d'esprit, même si on travaille plutôt sur l'infrastructure. Mais voilà, les deux, à la fois le balisage, les sentiers et l'interprétation, entre guillemets, qui peut être faite par les accompagnateurs de ces sentiers, ont une vraie carte à jouer en complémentarité pour l'avenir. Une des préconisations de cette étude, c'était d'accompagner justement les accompagnateurs pour mieux promouvoir leur offre. Et du coup, comment ça se matérialise? Est-ce qu'il y a eu des suites à cette étude? Voilà, donc en fait, suite à cette étude, il y a un collectif qui a été créé, un collectif qui regroupe les collectivités, donc Savoie Mont Blanc Tourisme, les deux conseils départementaux, et puis les fédérations de randonnée, la FFCAM également, les accompagnateurs en montagne, et puis les offices du tourisme. Et l'idée, c'était de créer un vrai plan d'action, justement, suite à cette étude. Alors, il y a une dizaine de pistes d'action qui ont été élaborées. Il y en a une, effectivement, qui concerne l'accompagnement, entre guillemets, des accompagnateurs pour les aider à se structurer. Donc, ce projet-là, il a été un peu retardé avec le Covid cette année. Le premier travail qui a déjà été lancé, c'est sur la thématisation et sur la communication, sur le classement en fait, des offres. Et donc, le travail vraiment d'accompagnement auprès des accompagnateurs en montagne, il va démarrer là entre la fin d'année et début d'année prochaine. Ok. Merci, Victor. Merci à vous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Du coup, donc on a bien un besoin du retour à la nature que Victor nous a confirmé. Et donc, face à ça, on voit aussi apparaître des nouvelles valeurs, les pratiques évoluent. Thierry, vous pouvez nous faire un petit topo là-dessus, votre retour?
Bien sûr. D'abord, je voulais commencer par remercier Victor parce que il y avait beaucoup de choses très intéressantes dans cette étude. Effectivement, pour nous, Code Zéro, mais ça c'est une évidence. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai besoin aujourd'hui de retour à la nature. Ça paraît une évidence en montagne, ça me fait sourire de le dire, mais effectivement, je pense que c'est le cœur de l'offre quand même de la montagne, c'est ce retour à la nature, c'est ce contact à la nature, parce que aujourd'hui, on sait que les projections font qu'en 2050, 75%, on estime que 75% de la population mondiale habitera en ville, et que l'humain n'est pas forcément entièrement fait pour habiter en ville et qu'il a besoin de ce contact avec la nature. Donc effectivement, le retour à la nature, ou tout du moins ce besoin d'extérieur, c'est la parfaite antithèse à ce qu'on vit actuellement. On n'a pas choisi la petite iconographie au hasard. On a fait il n'y a pas longtemps un webinaire assez comparable sur le sport après le Covid. La photo que vous voyez représente un miroir connecté qui est une des nouveautés techniques qui va arriver, qui est déjà présente aux États-Unis. Il y a même 3 marques différentes, qui est quelque chose qui répond aux besoins nouveaux de sport chez soi, qu'on a vu notamment se multiplier pendant la période du Covid. Donc, on a une population urbaine assez dense, souvent, en tout cas pour une partie, en besoin de nature, en capacité économique de le faire, qui est dans une vie urbaine, dans une vie où il y a effectivement de la foule dans les villes, qui est très exposée aux risques sanitaires, qui a particulièrement été impacté par le confinement. Et puis, il y a une tendance de fond qui a été théorisée, par exemple, par des philosophes comme Arnold Rosa ou d'autres, qui est sur l'accélération de la vie contemporaine, de la vie moderne, de la vie occidentale en tout état de cause, et que, effectivement, si on propose demain des miroirs connectés ou des applications comme Swift, vous savez, celles qui permettent de faire du vélo à l'intérieur, tout en étant en face d'un écran, ça correspond à un besoin de sport, ça correspond à un besoin de vouloir préserver sa santé dans un univers confiné, mais il est évident qu'en face, ça va provoquer de toute façon un surcroît d'envie de retour à un contact avec des choses qui sont un peu plus humaine, je serais tenté de dire. Donc, il y a le besoin de ralentir, ça c'est une évidence. Je crois que c'est Alain Loret, qui est un universitaire qui a beaucoup écrit sur le sport, qui avait dit il y a quelque temps déjà que la majorité des loisirs préférés des Français étaient des loisirs de lenteur, des besoins d'activité lente. Donc, il y a le besoin de se connecter à la montagne, à la mer, effectivement, Victor l'a montré dans l'étude. Il y a le besoin de s'extraire de ce rythme, de ce flux, les horaires de bureau, les transports, la pression du boulot. Après, il y a besoin de se confronter à quelque chose qui, quelquefois, nous dépasse, qu'on ne sait pas toujours tous bien expliquer, mais heureusement qu'il y a des auteurs comme Sylvain Tesson ou d'autres qui arrivent à nous expliquer ce qu'on ressent quand on est en nature. Il y a le besoin de se questionner. Et puis, il y a une tendance, parce que ça, on y est assez sensible, nous, chez Code Zéro, il y a une tendance aussi à agir. C'est-à-dire que je trouve que l'un des risques de la montagne, on a vu la même chose, nous on travaille assez transversalement, on travaille beaucoup sur l'outdoor, on travaille beaucoup sur les domaines maritimes, c'est ce que j'ai appelé l'action contre la contemplation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de gens qui vont vouloir randonner parce que la randonnée, elle est accessible à presque tous, il suffit d'avoir 2 jambes et une paire de chaussures et elle procure du plaisir très rapidement. On voit, et c'est majoritaire, mais on voit aussi beaucoup de nouvelles clientèles qui ont besoin de cet aspect contemplation et contact avec la nature, mais qui vont y adjoindre de l'action. C'est-à-dire, pour ceux qui vont en mer, c'est pas uniquement aller à la plage, mais c'est faire du surf, c'est faire du kitesurf ou d'autres choses. Et puis en montagne, on le voit, les stations ont mis énormément de temps à s'y adapter, sans doute parce que le chiffre d'affaires promis n'était peut-être pas à la même hauteur, mais l'arrivée du VTT en montagne, donc toujours ce contact avec la nature, mais je pense que vous devez y faire attention, c'est la contemplation, la randonnée bien évidemment qui restera majoritaire, mais aussi cette frange de clientèle nouvelle, parce que les clients de demain, c'est ceux qui ont aujourd'hui 15 ans, donc il faut penser à eux en premier. Qu'est-ce qu'ils vont attendre demain? Et souvent, ça va être aussi de la contemplation, mais ça va être aussi de l'action.
Donc l'individualisation, j'ai perdu, voilà. Donc ça, c'est aussi un thème qui va venir percuter le premier, je dirais. L'individualisation, c'est pas forcément ce qu'on souhaite tous, mais il y a une volonté quelquefois d'être seul en montagne, mais il y a aussi l'impact du Covid. C'est-à-dire que les activités, comment dire, collectives posent de plus en plus de problèmes. On espère que ça se calmera dans l'avenir, mais il y a certains scénarios prospectifs qui montrent que des épisodes de pandémie qui peuvent se répéter sont des scénarios possibles. Donc l'individualisation, c'est la nécessité de s'isoler, de se protéger des autres. Alors éventuellement de solitude partagée, je dis ça parce qu'il y a quelques années, j'avais vu un très très beau petit reportage sur la montagne qui était sous l'angle de la cordée, qui était finalement une addition de solitude partagée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas condamné à la solitude, mais qu'il y aura des fois peut-être des pratiques de randonnée où on sera obligé de se distancier parce qu'il y aura toujours des problèmes de virus. Donc ça, il faut faire attention. La montagne permet ça, comme les pratiques en mer, donc ça c'est déjà un gros atout. Et puis effectivement des expériences de groupe si possible, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la frange, par exemple 18-30 ans, et a fortiori ça sera peut-être encore plus vrai pour les 15-25 dans les années à venir, des expériences de groupe partagées. C'est-à-dire que l'un des gros atouts de la montagne, c'est de pouvoir sans doute proposer, et c'est commun à la mer, des loisirs et des loisirs sportifs et des loisirs actifs qui soient compatibles à la fois avec la distanciation, mais aussi avec le partage en groupe, même si ça peut paraître contradictoire par moments. J'en viens à l'évolution des valeurs, parce que c'est aussi beaucoup un thème sur lequel l'agence Code Zéro travaille, et qui joue en votre faveur, à mon avis, encore peut-être plus pour la montagne que pour la mer. C'est ce que j'appellerais la sensibilité au monde. On sait très bien que depuis l'été 2018, ça s'est beaucoup accéléré, on pense, depuis l'été 2018, c'est la prise de conscience accélérée que la société occidentale, grosso modo, a abîmé la planète. C'est-à-dire que la production, les transports, notre société globale a été trop loin. Donc, on le voit bien avec, par exemple, Greta Thunberg ou d'autres, que cette prise de conscience qu'il faut changer les modèles est très importante. Et puis, on voit arriver aussi d'autres auteurs comme Baptiste Morisot, que vous avez peut-être vu à la grande librairie, des gens qui disent « il faut renouer avec le vivant, il faut que l'on soit plus conscient de notre environnement ». Donc là, les accompagnateurs de montagne ont un gros rôle à jouer parce que retour au vivant, c'est la faune, ça peut être même aussi la flore, c'est reprendre conscience qu'on fait partie d'un monde et que nos actions peuvent l'abîmer comme le protéger. Donc, conscience accrue de la planète, retour à l'essentiel aussi pour des gens qui vivent des vies très accélérées, très urbaines et qui veulent revenir vers la nature, donc renforcer ce contact. Et puis, sans doute, et ça c'est très important parce qu'on le voit arriver dans certaines pratiques, se dire qu'on peut aussi agir. C'est-à-dire que la volonté de protéger, c'est de se dire qu'est-ce que dans ma pratique en vacances, qu'est-ce que dans ma pratique en week-end, je vais pouvoir faire qui me permettent moi aussi de faire un geste pour la nature. Donc là aussi, ça peut être des thématiques qui, pour les accompagnateurs en montagne, sont intéressantes à travailler parce que j'ai un exemple avec la mer. Il y a des gens aujourd'hui qui essayent de promouvoir le concept de sea trekking, qui est on va dire, je vous le fais rapidement, qui est une espèce de mariage entre de la plongée sans bouteille, de la nage et de la randonnée. C'est-à-dire que c'est vous randonnez avec pas le masque tuba. Au lieu de faire de la plongée avec la volonté d'aller profond, au lieu de faire de la randonnée à terre, vous faites une sorte de randonnée aquatique qui vous emmène d'un point A à un point B. Alors, on peut imaginer sur quelques centaines de mètres avec des enfants. On peut imaginer ça sur des dizaines de kilomètres pour des adultes engagés. Et se greffe là-dessus une dimension environnementale, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder les fonds et de faire un espèce de voyage aquatique. On va aussi ramasser les déchets qui sont en mer, etc. Donc, il y a dans l'évolution des valeurs et dans l'évolution des pratiques, peut-être des petits gestes qu'on peut faire pour soit aussi, comment dire, faire un geste pour la planète, ne plus laisser un déchet, mais par exemple en ramasser. Donc, pour clôturer toutes ces notions qui s'interpénètrent,
on sait il y a un désir d'outdoor, il y a un désir de nature, il y a un désir d'hédonisme dans la pratique loisir et dans la pratique sportive, et que c'est une chance pour la moyenne montagne. J'en reviens aux chiffres que disait Victor au tout début. Moi, je trouve que si vous avez un taux de satisfaction qui est de 93% et un taux de notoriété qui est de 7%, ça, à mon sens, ça vous dessine un boulevard, c'est-à-dire que vous avez vos clients acquis qui sont ultra contents de vous et finalement très peu de gens qui vous connaissent. Donc, ça vous permet d'imaginer un certain nombre d'actions pour améliorer votre notoriété et puis aller dire aux gens, aux clients, parce que le mot client n'est pas un gros mot, voilà ce qu'on peut vous apporter. Donc, encore une fois, sur le côté contemplation, sur le côté randonnée, mais moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ne vous focalisez pas uniquement sur la randonnée, même si c'est là qu'est le gros de la clientèle. Essayez aussi d'élargir vers, sans doute, l'éducation et puis aussi les sports, comme le VTT, parce qu'il y a des pratiques de VTT qui sont très intéressantes, ou comme on voit arriver des choses comme le bikepacking. C'est une itinérance à vélo. C'est un peu, on va dire, que les bikepackers, même si c'est pour l'instant une thématique très, on va dire, très hype, très branchée, le monde en a parlé et les a comparés aux nouveaux routards. Il y a aussi le désir de bivouac qu'on voit réapparaître. Alors, c'est un peu une façon de réinventer le camping, hein. Finalement, là, c'est comme dans la mode, dans le prêt-à-porter, on réinvente toujours un peu les tendances. On va dire que le bivouac, c'est le camping 3.0. Et là, le bivouac étant très réglementé, est-ce que les accompagnateurs de montagne n'ont pas justement quelque chose à proposer d'intéressant là-dessus? Parce qu'il faudra rassurer une partie de la clientèle. Donc, vous avez tout un tas d'opportunités justement pour vous présenter comme les garants, on va dire, à la fois de la protection de la montagne, de l'éducation, et puis accompagner toutes ces valeurs émergentes en vous concentrant beaucoup sur évidemment sur les clients qui sont là aujourd'hui, mais sur les valeurs émergentes des 15-25, parce que c'est vos clients pour les 10 années à venir. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je souhaitais vous dire. On ne t'entend pas, Marine, je crois que ton micro est fermé. Oui, voilà, vous m'entendez? Allô, voilà, ça y est. Ouais, merci Thierry. J'allais justement vous poser la question sur quoi doivent parier les accompagnateurs en montagne aujourd'hui s'ils veulent justement être plus reconnus. Et donc, vous avez très bien répondu à cette question. Il y a beaucoup de choses. J'ajoute juste une chose, c'est effectivement ce qui se fait aujourd'hui, enfin les grosses tendances qu'on voit sur la mer, sur l'outdoor et tout, c'est la transversalité des pratiques et puis la volonté d'avoir un plaisir immédiat, de ne pas vouloir forcément apprendre quelque chose de long. S'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on est vraiment dans un changement de génération, un changement de valeur. Victor tout à l'heure parlait de déconnexion. C'est évident que les gens veulent déconnecter. En même temps, il y a plein de signaux qui le montrent. Ils veulent déconnecter, mais ils veulent avoir le Wi-Fi. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. La transversalité de pratique, ça peut être demain des thèmes randonnée yoga ou des thèmes randonnée bien-être. On voit apparaître ça beaucoup. Donc, pas uniquement des choses longues et pas uniquement des thématiques monolithiques, mais penser à la transversalité des pratiques, je vais y arriver, ça sera parfait. Oui, bon, merci Thierry pour ton intervention. Laurent, on va te laisser la parole. Marine, juste si je peux rebondir. Bien sûr. Bien sûr, alors on t'écoute. Je crois qu'il y a un décalage. Oui, j'avais un problème de son, oui. Ouais, moi je voulais juste rebondir sur le propos de Thierry qui est très intéressant, celui de Victor également, et notamment quand il parlait du retour au vivant. Et donc effectivement, il y a la faune, mais moi je pense aussi aux habitants des territoires de montagne, à ceux qui vivent à l'année, les agriculteurs, etc. Et c'est vrai que nous, on constate qu'à chaque fois qu'on propose des rencontres avec les bergers, avec les agriculteurs, dans les alpages notamment, ce sont des choses qui sont aussi très interactives parce que le vivant, c'est pas quelque chose de sanctuarisé, etc. C'est aussi bien sûr les personnes. Voilà. Bien sûr, oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a de moins. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense qu'il y a de moins en moins de gens
qui sont en ville et qui ont, comment dire, une accroche avec les territoires. Moi, je me rappelle quand j'étais môme, j'ai passé beaucoup de temps en Normandie et ça m'a véritablement ancré et fait connaître l'élevage, on va dire la vraie nature des paysans en étant tout môme. Et j'y suis allé pendant des années et ça me nourrit encore aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes n'ont pas cette chance. Il y a la marque Velux, je n'ai pas d'action chez Velux, mais qui a fait une campagne de communication il n'y a pas longtemps sur l'Indoor Generation, c'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui qui sont de plus en plus enfermés. Leur propos est très intéressant parce qu'ils théorisent le fait qu'aujourd'hui, les enfants, entre la maison, entre l'école, entre la télé, entre les écrans, passent une grande partie de leur vie derrière des écrans. Il y a aussi, ça se croise aussi avec la surprotection des parents, parce qu'on est tous les mêmes avec nos enfants, on veut qu'il leur arrive rien. Et puis le fait que par le biais des familles, ils ont de moins en moins d'ancrage dans les territoires où il y a encore de l'élevage, etc. Donc, je pense qu'effectivement, les rencontres, si ça peut s'organiser avec des agriculteurs, avec des éleveurs, ça peut être une très belle thématique aussi, j'en suis persuadé. Merci Thierry. Pardon. Alain, tu voulais t'exprimer? Non, moi ça va, j'ai fini. Non, merci Thierry, puis parole à Laurent, bien sûr. Oui, donc face à ça, on a un besoin de valoriser les activités de pleine nature et les territoires. Et donc, c'est là que, Laurent, tu interviens avec ta super émission Les plus beaux treks. Je te laisse nous présenter de quoi il s'agit. Ah, on t'entend pas. On t'entend pas, Laurent. Tu as dû couper ton micro. En bas de l'écran, tu dois avoir un... Ah. Petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est parfait, alors. Oui, on t'entend. Ok, voilà. Micro qui s'est coupé tout seul. Oui, donc ouais. Alors, moi, donc avant effectivement de vous représenter un peu globalement ce que je fais effectivement avec cette série documentaire Les plus beaux treks pour la télévision, je vais rebondir directement à ce qui vient d'être dit par Thierry là sur cette diversité au niveau des AEM, qui est des accompagnateurs en montagne, qui est souhaitée. Moi, je voudrais dire qu'en fait, cette diversité, elle existe déjà vraiment parce que donc nous, on travaille régulièrement avec des accompagnateurs en montagne, puisque à chaque film, on a un accompagnateur en montagne comme héros, je dirais. Et je vais vous citer l'exemple de cette année. Cette année, on a fait 6 films et on a travaillé avec donc 6 professionnels. Fanny Sorbader dans le parc des volcans d'Auvergne, qui est une accompagnatrice en montagne et qui est également vulcanologue et qui fait de la rando sur le thème des volcans. Coralie Gousseau dans les gorges du Verdon, qui elle fait des randos assez sportives, mais également qui organise des séjours rando yoga et rando autour du Land Art. Alban Le Sart dans les Vosges, qui est accompagnatrice en montagne et qui fait beaucoup de sylvothérapie, c'est-à-dire beaucoup de randonnées sur la thématique de la rencontre avec les arbres et avec la forêt. Yanis Turlet dans les Écrins, qui est également entraîneur de trail et qui est moniteur de survie. Stéphane Grochowski dans les Pyrénées-Orientales, qui est également responsable de la gestion du conservatoire des espaces naturels en Ariège, donc voilà. Et puis un 6e film dans le Morvan, où on a travaillé avec quelqu'un qui n'est pas accompagnateur en montagne, parce que, j'en reparlerai à la fin, il y a aussi des territoires où il n'y a pas encore d'accompagnateur en montagne, où il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, juste cette petite introduction pour vous dire qu'on a déjà énormément de profils différents dans ce métier. Et c'est ce qui nous a intéressés pour monter cette série de documentaires Les plus beaux treks. Voilà, donc beaucoup de profils. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un boulot important pour
pour faire connaître en fait cette diversité de profils dans le métier d'accompagnateur en montagne et bien faire comprendre qu'aujourd'hui, un accompagnateur en montagne, il n'est pas uniquement là pour assurer, je dirais, le guidage sur un itinéraire et la sécurité d'un groupe, mais il est aussi là pour accompagner, raconter des histoires. C'est un passeur d'émotions. Voilà, et tous les accompagnateurs n'exercent pas ce métier de la même manière et c'est ça qui est assez passionnant. Voilà, donc nous, je reviens un petit peu au départ de notre aventure Les Plus Beaux Treks, donc pour nos chaînes de télévision partenaires. Ça a commencé il y a 3-4 ans. Moi, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait en fait construire un programme de télévision autour de la montagne, de la randonnée, de l'itinérance. Voilà, ça fait des années que je constatais en fait que la télévision avait un regard un peu caricatural sur la randonnée. Hein. Très souvent, nous, dans le monde de la télé, quand on parle de rando, il y a toujours ce cliché du film Les Randonneurs avec Benoît Poelvoorde sur le GR20 qui revient. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu où on en est encore parfois. Et puis souvent, la randonnée à la télévision, je trouvais, était représentée avec une manière un peu doloriste. C'est-à-dire que la randonnée à la télé, c'était toujours un petit peu difficile, c'est dur, il fait chaud, on a mal aux pieds. Il suffit de regarder encore tous les ans, cette année, je les ai vus comme d'habitude dans les journaux de TF1 ou France 2, des reportages qui devaient s'appeler l'enfer du GR20 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y avait cette idée de montrer que la randonnée, c'est avant tout une belle aventure, du plaisir, à condition effectivement de s'y prendre correctement, et que voilà, ce n'est pas que de la souffrance. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y avait aussi tous les clips en fait qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors les clips qui sont faits par les influenceurs ou qui sont parfois produits commandés par les offices de tourisme et produits par des agences de communication, où là, à l'inverse, on a parfois une image qui est un petit peu, je dirais, publicisée, idéalisée, voilà, avec de belles images au ralenti, l'image un petit peu comme ça a été dit tout au début, l'image d'une nature un peu idéalisée, avec des belles couleurs, où il fait toujours beau, il y a où tous les gens qui randonnent sont beaux eux aussi. Donc voilà. Donc quelque chose qui attire évidemment un nouveau public dans les espaces naturels et à la montagne, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité non plus. Voilà. Donc avec cette série Les Plus Beaux Treks, moi j'ai essayé de m'inscrire un petit peu au milieu de tout ça et de raconter des histoires, d'abord avec des gens qui sont des acteurs des territoires, donc en premier les accompagnateurs en montagne, mais pas que, donc aussi voilà, tous ceux qui travaillent sur les territoires, sur les bergers, alors ceux qui étudient aussi, donc ça peut être des chercheurs, ça peut être des historiens, ça peut être tous ceux qui sont concernés par ces territoires et les itinéraires, aller à la rencontre également des randonneurs, et tout ça, ça passait par monter des projets itinéraire par itinéraire, donc avec des accompagnateurs en montagne, et surtout, nous, en tant qu'équipe de tournage, faire ces itinéraires en réel, les faire en vrai, c'est-à-dire que voilà, quand on a fait le film sur le GR20 avec mon équipe, on a fait le GR20 pour de vrai, avec nos sacs à dos et notre matériel comme n'importe quel autre randonneur. Et je pense que c'est de cette expérience-là que vient aussi le côté, j'espère en tout cas, réaliste de ces films-là. Voilà. Donc le projet au départ, aujourd'hui on en est à 18 films, on a 3 saisons de 6 films, donc on a fait 18 films qui correspondent à 18 itinéraires de trek. Le projet de départ, c'était ça, c'était essayer d'avoir une image réaliste de cette activité et de se situer entre le côté justement un peu cliché des télés et un autre cliché un peu des réseaux sociaux. Nous, ce qui nous a intéressé, moi, ce qui m'a intéressé dans le fait de travailler avec donc, des accompagnateurs en montagne et des accompagnatrices, c'est ce que je disais au début, c'était effectivement cette diversité de profils. C'était qu'on a très souvent en fait des gens qui pour nous, en tout cas équipe de télé, sont très faciles, je dirais, à travailler, parce que c'est des gens qui sont déjà habitués à être en représentation et à parler à un public. Donc là, certains ont été un peu déstabilisés au début, parce que là, il ne s'agissait pas de parler à un public, mais il s'agissait d'être un peu en huis clos avec une caméra pendant une dizaine de jours.
10 jours, c'est la durée de nos tournages en moyenne, hein, sur les itinéraires qu'on choisit. Voilà, et puis surtout à travers cette diversité, effectivement, de montrer que le retour à la nature, c'est effectivement, c'est pas que des belles images, et c'est pas non plus que de la faune et de la flore, même si c'est important, mais c'est des émotions, c'est des histoires, c'est des lectures de paysages. À travers la lecture de paysages, on peut raconter beaucoup de choses sur un territoire. Voilà, et à ce propos, c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé le drone, hein, parce que le drone a complètement révolutionné notre manière à nous de faire de la télévision. Alors, on a pu parfois nous reprocher d'utiliser un peu trop le drone et de donner une image un peu trop, là aussi, idéalisée de la montagne. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'utilisation du drone sur cette série, c'est que très souvent, quand on est en montagne, sur une crête par exemple, on va ressentir une émotion, il y a du gaz, du vide, on a un côté aérien, et souvent quand on prend une photo au sol, souvent les gens prennent des photos et quand ils voient leurs photos, ils disent « Attends, ça ne rend pas exactement ce qu'on a pu ressentir sur le terrain. » Voilà. Et avec le drone, justement, on retrouve assez souvent cette sensation qu'on a au sol, cette sensation très aérienne. Et donc, voilà, ça participe aussi de donner une image un petit peu réaliste de ce qu'on peut ressentir quand on est en randonnée en montagne. À travers cette collection, nous, on a aussi essayé de délivrer, évidemment, un certain nombre de messages, hein, qui sont beaucoup les messages qui sont aussi délivrés par les accompagnateurs en montagne. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quand on parle, par exemple, des espaces naturels protégés, hein, qu'il s'agisse des parcs nationaux ou des réserves naturelles, je sais que, par exemple, sur cette année 2020, où il y a eu un afflux, je dirais, d'un nouveau public à cause de la crise sanitaire, entre autres, hein, à la montagne, beaucoup d'espaces naturels ont été confrontés, effectivement, à un nouveau public qui ne sait pas ce qu'est, par exemple, un parc national, qui ne sait pas ce qu'est une réserve naturelle et qui ne sait pas qu'il y a effectivement des règles. Alors, on parlait du bivouac tout à l'heure. Il y a beaucoup d'idées reçues, hein. Souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas le droit de faire du bivouac, alors qu'en fait, ils ont le droit d'en faire en respectant un certain nombre de règles, y compris dans les parcs nationaux, pas tous, mais dans un certain nombre de parcs nationaux. Et puis, à l'inverse, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont aucune idée des règles à adopter dans les espaces naturels, hein. Nous, en tant que professionnels, on est évidemment confrontés, par exemple, à l'utilisation du drone, qui est extrêmement réglementée, interdite aussi dans beaucoup d'espaces comme les parcs, enfin quasiment interdite dans les espaces comme les parcs nationaux. Et en tant qu'équipe de tournage, on est confronté à chaque fois qu'on est en tournage à des gens qui utilisent ces outils, voilà, sans savoir que c'est réglementé ou en faisant semblant de ne pas le savoir. Voilà. Une chose que je passe cela en regardant un petit extrait pour voir justement le rendu et faire un peu rêver nos téléspectateurs. C'est le moment? Ok. Allez, et ben j'y vais. Hop. Allez, on s'équipe. On est parti dans Je un me permets pays magique. de rebondir sur les propos de Laurent. C'est vrai que On est c'est au départ de la 4e étape du quel magnifique GR20. ambassadeur pour notre profession, c'est certain. Moi, j'ai en mémoire un reportage qui m'a particulièrement ému. On va laisser la musique. C'est quand même très On t'entend pas très bien. Et à partir de là, c'est aussi de la montagne. Alors, on dit que c'est le GR le plus dur de France, le trek le plus dur d'Europe. On y arrive sur nos petites parties aériennes. Il faut dire que c'est la plus belle des randonnées de la Martinique. Et après, ils feront le retour via la mer. On serre un peu les fesses, on serre la main de l'accompagnateur, et puis normalement, ça passe. On a l'impression presque qu'on est seul au monde. Bienvenue au bivouac. Un petit conseil, dos au vent. Toute la journée pour prendre le temps. Ça, c'est vraiment important, d'avoir du temps et de le prendre. Et voilà le soleil qui arrive. Merci. Allez, on y va. Ça grimpe quand même. Ça grimpe, écoute, oui. Tant mieux, non?
L'appeler, effectivement, elle se mérite. Un peu de difficulté pour mériter le panorama. Dis voilà. Yes. Bonjour. Ça va mieux les pieds? Non. Splendide. Ah, comment s'appelle cette montagne? Chut, il faut pas le dire trop fort, ça s'appelle le téton de Vénus. Pour moi, le paradis, c'est ici, quoi. Il n'y a pas à dire, à chaque fois que je suis là-haut, eh ben, c'est toujours aussi compliqué de repartir. Et voilà. Je vais revenir. Voilà un petit peu effectivement ce qu'on fait. Bon, ça c'est voilà, c'est la bande-annonce de la saison 1. Et je voulais juste terminer du coup derrière cette bande-annonce pour voilà une remarque en tant que réalisateur. Donc du coup, après avoir parcouru un peu tous ces espaces pendant 3-4 ans, moi ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a effectivement il y a aussi une espèce un déséquilibre, je dirais, parce qu'on a aujourd'hui des itinéraires que je qualifierais d'itinéraires stars, comme le GR20 ou le Tour du Mont Blanc, qui font même preuve du coup à des problématiques de surfréquentation. Hein. C'est particulièrement vrai, par exemple, sur le Tour du Mont Blanc. Et puis à côté de ça, on a quand même la chance d'être dans un pays qui a une diversité d'itinéraires, des centaines et voire des milliers de kilomètres d'itinéraires balisés et de territoires qui sont propices à l'itinérance et à la randonnée. À côté de ça, il y a quand même énormément de choses à développer, je pense. Alors, évidemment en haute montagne, mais également dans des territoires qui sont un peu plus de moyenne montagne. Alors voilà, je pense encore une fois effectivement à ce dernier film qu'on a fait dans le Morvan. Évidemment, c'est pas de la haute montagne, mais en même temps, c'est très proche de Paris. Il y a une grande diversité de paysages et il y a une grande diversité de pratiques également, avec beaucoup de trails, beaucoup de VTT. Thierry parlait tout à l'heure de toutes les nouvelles tendances au niveau des itinérances en vélo avec le gravel, le bikepacking, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. D'une part, pour les territoires comme de moyenne montagne qui voudraient effectivement se développer en ayant recours à cette thématique-là des activités de pleine nature et du retour à la nature. Et puis également pour les professionnels, comme les accompagnateurs en montagne, qui ont parfois peut-être un peu tendance à, entre guillemets, à s'entasser tous sur les mêmes territoires. Alors, parce que aussi, beaucoup d'accompagnateurs en montagne sont nés dans ces territoires-là, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer, surtout avec ces pratiques qui dérivent sur le bien-être, sur le rapport à la nature. Un accompagnateur en montagne peut trouver sa place dans pas mal de territoires aujourd'hui en France où il y a beaucoup de choses à développer et à faire, beaucoup de nouvelles choses à tenter. On nous dit justement dans les questions qu'il y a bien une accompagnatrice dans le Morvan. Voilà, donc c'est là encore où on a des choses à faire pour faciliter la mise en contact de tous les pros, en fait. Hein. Merci Laurent. Merci. On est un peu pris par le temps, du coup, on ne va pas pouvoir visionner la petite vidéo, je pense. Donc, vous nous avez beaucoup parlé d'accompagnateurs et donc on va peut-être refaire un point sur qui ils sont, d'où ils viennent, voilà, qui sont-ils. Alain, président de l'association des accompagnateurs en montagne. On t'écoute. Oui. Alors, oui, les accompagnateurs qui y sont, ce sont des professionnels diplômés d'état d'alpinisme. Donc, c'est un diplôme qui existe depuis plus de 40 ans, hein, qui a été mis en place par nos aînés, voilà, qu'on remercie. Ils ont semé une graine qui, je pense, est
trouve aujourd'hui pleinement son public, en fait, avec ce besoin de retour à la nature. Une profession qui n'a sans cesse cessé d'évoluer, qui s'est ouvert à la pratique de la randonnée en raquette avec des formations complémentaires qui maintenant sont complètement intégrées au niveau DE, qui s'est ouvert également à la pratique de la marche nordique et du trail. Hein, ça fait également partie des nouveaux diplômes. Voilà. Donc, à peu près, de mémoire, pas loin de 10 000 professionnels ont été formés. En activité, on en recenserait plus de 4 000. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre contexte? 19 millions de randonneurs, mais ça comprend à la fois la balade et la randonnée. Voilà, comme indiqué sur le slide, un minima 1 million de personnes emmenées chaque année sur les territoires de montagne par les professionnels, donc c'est pas anodin. Et chaque jour l'été, à peu près 20 000 personnes également emmenées sur des parcours de montagne. Alors, je tenais déjà à remercier Laurent Bouit pour ses éloges sur la profession. Alors, ces reportages, c'est sur les plus beaux treks. Alors, effectivement, déjà, l'usage du drone, effectivement, ça permet aux gens d'avoir une immersion beaucoup plus forte sur ces territoires de montagne, de bien se rendre compte, de bien vivre ces émotions. Ça, ce sont des treks. Il y a aussi également des activités à la journée qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup moins dans l'effort, beaucoup plus accessibles, notamment à des participants intergénérationnels, c'est-à-dire en famille. Parfois, nous, on voit bien l'été sur des randonnées. Alors, des randonnées, marcher, c'est prétexte, mais sur des découvertes de thématiques comme la flore, comme les églises baroques, tiens, pour la Savoie, par exemple, eh bien, on se rend compte que pour nous, c'est très valorisant et très flatteur d'emmener on va voir les petits-enfants, les enfants, les grands-parents, enfin les parents, les grands-parents, tous ensemble. Et c'est aussi l'accompagnement qui permet de rassurer les plus anciens et sur lesquels, notamment, même si ce sont des randonnées qui techniquement sont plus accessibles, nous demandent beaucoup plus d'attention. Voilà. Nombre d'adhérents donc à l'AEM et au SNAM, 2400. On a avec une petite baisse d'adhésion, bien sûr liée à l'incertitude du Covid. C'est certain. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la profession? La diversité. On parlait de diversité des offres. Alors, moi, je vous invite à aller sur le Rando Portail, tout simplement. Et là, c'est là où on a la plus belle démonstration, justement, de cette diversité d'offres. Il faut savoir que chaque accompagnateur est le plus souvent un professionnel indépendant. Un professionnel indépendant, donc son travail, c'est de se coller le plus possible. Il a énormément de retours terrain. Pour le coup, il a une bonne expertise terrain qui est beaucoup de retours clients, bien sûr, en direct, en live, avec des nuances en fonction des territoires. Hein, c'est sûr que pratiquer et vivre de son activité dans une grande station ou dans un petit village, que ce soit du Morvan, des Cévennes, des Pyrénées, de la Corse ou des DOM-TOM, eh bien, les attentes sont différentes, voilà, en fonction de l'identité de chaque territoire. Et là, c'est une vraie mine d'or. C'est pour ça qu'on a une grande variété d'offres sur ce Rando Portail qui, en fait, sont ajustées aux pratiques et aux sensibilités de chaque accompagnateur. Alors, on ne va pas être sur quelque chose d'assez pyramidal où on va dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, nous, on fonctionne plutôt en remontée terrain. Ce sont les accompagnateurs qui connaissent leur clientèle et puis qui vont proposer, en fin de compte, c'est comme si on avait énormément de micro-niches, un peu technique, micro-niches de produits, on va dire, à proposer. Donc, énormément d'activités atypiques. Je sais que, personnellement, accompagnateur en montagne également, j'ai parfois l'occasion de pratiquer des randonnées avec des collègues. Et à chaque fois, je me régale. Parce que chacun a développé des compétences, des histoires, des anecdotes à partager. Et à chaque fois, c'est
c'est un vrai régal. Et c'est vrai que moi, quand je regarde ce rando portail à titre personnel, eh ben, j'aimerais bien pouvoir avoir le temps de pouvoir participer à toutes ces activités ou ces séjours proposés par mes collègues. Elles sont toutes vraiment, vraiment passionnantes. Voilà. On va voir d'ailleurs que les accompagnateurs peuvent ajouter des cordes à leur arc. Est-ce qu'on peut faire rentrer nos prochains intervenants, Nicolas Tagan, Céline Mathéo, peut-être? On va rentrer tous en même temps, vu qu'il y a de la place. Céline Mathéo et puis Virginie de Pierrot. Est-ce qu'on peut faire rentrer un autre slide, par exemple? Voilà, bonjour Virginie. On va faire rentrer aussi Céline Mathéo, comme ça on est tous là. Bon, on va voir si Céline peut rentrer. Donc les accompagnateurs, voilà, on sait qui ils sont maintenant. Quelle est la plus-value des accompagnateurs en montagne et donc pourquoi on fait appel à un accompagnateur en montagne? Quelles sont voilà, les thématiques sur lesquelles les accompagnateurs peuvent nous intéresser et nous passionner? Nicolas Tagan, président du Centre de formation des accompagnateurs en montagne, on te laisse nous présenter qui est le CFAM. Oui, bonjour, Nicolas Tagan, je suis accompagnateur en montagne, comme Alain, et donc président du Centre de formation des accompagnateurs en montagne. Donc ce centre de formation se veut de travailler toute l'année avec des accompagnateurs et depuis 1 an, il s'est ouvert aux professionnels de la montagne. Donc, pas que les accompagnateurs, mais on va parler des accompagnateurs. Les accompagnateurs, en fait, ils ont un diplôme d'État ou un brevet d'État et ils apprennent plein de choses. C'est des gens qui peuvent être issus de différents milieux, différentes origines et cultures. On peut avoir des gens de culture montagnarde qui habitent à la montagne et puis qui veulent faire un métier proche du territoire. Mais on trouve de plus en plus de gens qui sont issus de la cité et qui viennent habiter à la montagne ou proche du territoire montagne, moyenne montagne. Donc, tous ces gens, ils ont une formation qui est la même formation pour tous, du diplôme, mais ils ont besoin de forger leur arc, de trouver des formations qui leur permettent de bien diffuser l'information auprès du public. Et donc, le centre de formation des accompagnateurs propose toute une série de thématiques qu'on voit sur l'écran. On parle de nature, éducation à l'environnement. Donc là, on va peut-être avoir plus de formations qui sont proches à l'éducation à l'environnement, qui sont plus proches des enfants, du public scolaire, des colonies de vacances, des centres de vacances. Et donc, dans ces formations-là, on peut, par exemple, comme exemple, le dérangement de la faune en hiver. Alors, tout le monde a envie, moi souvent, quand j'emmène des gens en raquette l'hiver, très fréquemment, on dit « Ah, il y a des traces d'animaux, on va voir des animaux. » Est-ce qu'on va voir des animaux? C'est ce qu'on entend en permanence. On dit « Ben oui, on aura peut-être la chance. » Bon, sachant que les départs sont rarement matinaux avec le public, c'est déjà plus difficile, mais c'est aussi apprendre à ne pas trop déranger justement ces animaux qui sont sauvages et qui ont envie d'être restés tranquilles. Et donc, souvent en hiver, le dérangement hivernal peut être une source de gros problèmes pour certains animaux. Donc, nous, les accompagnateurs, on apprend ça au public, mais nous, on a des formations qui nous permettent justement de pratiquer de la bonne manière. Et dans les thématiques que je vois, là, l'encadrement d'activités sportives et de bien-être, on a par exemple la marche nordique, qui est une activité qui a vraiment pris. Donc, c'est une activité au départ, on va dire, peut-être plus urbaine, ou qui se pratiquait dans les parcs urbains ou autour des villes et des villages. Et donc, maintenant, ça s'est exporté en montagne. Donc, il y a une formation de marche nordique qui est réalisée au centre de formation pour que les gens qui en font peut-être dans des clubs tout le long de l'année, quand ils viennent en vacances en montagne, ils peuvent venir rencontrer des accompagnateurs qui
peuvent leur diffuser cette activité. Mais on peut avoir aussi, donc, dans le bien-être, on a énormément de formations qui sont liées avec le yoga. Beaucoup de gens ont envie de retrouver du calme, du bien-être. Donc, c'est vrai qu'un lever de soleil en pleine nature, avec un peu moins de bruit que les villes avec les rues qui sont très bruyantes, ben, c'est vraiment génial. Et beaucoup d'accompagnateurs ont compris que cette activité, ben, on va dire, cette thématique de bien-être est très importante. Et donc, on a pas mal de formations qui sont diffusées sous ce thème. Donc, il y a sous la relaxation, sous la réflexologie, mais aussi différentes formes comme l'approche du Qigong, enfin respirer et prendre l'air à plein poumon. On a d'autres thématiques dans notre centre de formation qui sont plus techniques, on va dire plus le GPS, les smartphones, toutes ces choses un peu techniques. On a besoin souvent de se refaire parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours, qui évoluent et il faut arriver à être toujours à jour de tout ça. On a des thématiques sur la sécurité et le secours. Alors, chaque année, voire 2 fois par an, il y a des formations à la journée qui sont diffusées sur tout le territoire, donc avec la gestion des malaises et des accidents en montagne. Si vous voulez, vous avez quand même régulièrement des accidents qui peuvent se passer, que ce soit en montagne ou dans le quotidien. Qui a fait son BNS, son AFP, enfin tout ce que vous voulez, les PSC1, enfin toutes ces choses de secourisme. Souvent, on a un peu oublié ça. Les accompagnateurs ont tous les 6 ans, on va dire, un rafraîchissement par rapport à ça en faisant un recyclage. Mais donc, on s'est rendu compte qu'au bout de 6 ans, c'est un petit peu loin. Donc, cette thématique de secours et de gérer un accident en montagne, sur un sentier, avec les problématiques de liaison téléphonique, de toutes sortes de stress, de température, de météo. Donc, il y a des formations qui sont faites en hiver et en été. Voilà. Dans les thématiques, la gestion, la commercialisation, donc on arrive sur une thématique avec la communication, c'est quelque chose qui est un petit peu là où on parlait juste avant. On sait que 7% du public connaissent le mot accompagnateur, mais que ce public qui passe entre les mains des accompagnateurs sont très contents, très satisfaits. On se rend compte que les accompagnateurs, nous savons mal nous vendre. Donc, Rando Portail, auquel parlait Alain tout à l'heure, permettra donc de encore mieux réserver dans notre séjour une sortie avec un accompagnateur. Et le problème qu'on a, souvent les accompagnateurs, c'est d'être seul devant notre ordinateur, de bidouiller pas mal de choses, des sites, du Facebook, mais de mal diriger ça. Donc, ces formations permettent de bien cibler quel est le produit, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en avant. Voilà, par rapport à donc, les formations du centre des accompagnateurs, on en a plein d'autres. On peut parler de marketing, mais on peut parler de sécurité. Les centres de France, comme les offices de tourisme. Oui. Pour les découvrir, je propose qu'on invite les personnes à aller sur le site internet du CFM, peut-être. Oui, Alain. Oui. Oui, alors, juste le temps passe et je suis un peu désolé, mais j'aimerais que Céline puisse intervenir. On va écouter, parole, vraiment. Voilà. C'est vrai qu'avec Nicolas, eh bien, on a décidé au niveau du CA de l'AEM de mettre en place des formations et des hotlines d'accompagnement des accompagnateurs pour prendre la main justement sur cet outil et pour leur permettre plus facilement d'articuler leur stratégie de développement commercial en s'articulant autour du Rando Portail justement. Voilà, je n'en dis pas plus. Céline, oui, on va écouter, merci d'être avec nous. On va vous écouter, Céline. Eh bien, la parole est à toi. Avec le pari de l'Office de tourisme Cœur de Tarentaise, on vous écoute. Alors,
Alors, du coup, je vais essayer d'être rapide. Du coup, Cœur de Tarentaise, c'est un office de tourisme intercommunal. Il existe depuis bientôt 3 ans. Donc, il y a 6 communes. La particularité, c'est qu'il y a Moutier, qui est une petite ville. Il y a des villages perchés comme Notre-Dame-du-Pré, Haute-Cour, d'autres petits villages pareils en fond de vallée, on va dire plus comme Moutier, Salins-Fontaine, Pomblières, Saint-Marcel. Et on a aussi la vallée des Bellevilles, dans laquelle il y a Val Thorens, les Ménuires et Saint-Martin-de-Belleville. Du coup, on a dû trouver un fonctionnement avec ces 3 grosses stations qui ont conservé 2 offices de tourisme et qui assurent leur promotion, avec lesquels on collabore régulièrement. Il faut savoir que nous, notre stratégie, elle est vraiment sur l'été, essentiellement. On estime qu'on a une carte à jouer dans un premier temps vraiment sur l'été, parce que du coup, en résumé, on fait vraiment la promotion essentiellement de Moutier, d'Haute-Cour et de Notre-Dame-du-Pré. C'est des stratégies un peu différentes. On a une équipe de 4 personnes et typiquement, Moutier, on ne va pas le vendre de la même manière qu'on va vendre Notre-Dame-du-Pré et Haute-Cour, qui sont des vrais villages authentiques en Tarentaise. Donc ça, c'est rare parce que la Tarentaise est connue essentiellement pour ses énormes domaines skiables. Et ben nous, on vend une autre Tarentaise en fait. On vend l'authenticité. Donc, typiquement, on a aussi un axe fort qui est développer la notoriété de notre destination puisque ça fait que 3 ans et du coup, on n'est pas encore vraiment connu et surtout, on n'est pas l'autre Tarentaise qu'on veut vendre n'est vraiment pas connu. Alors, du coup, voilà, j'ai noté nos actions réalisées et en cours. On travaille sur l'offre avec les socioprofessionnels. Notre but, c'est vraiment d'être identifié comme un territoire de pleine nature pour ce qui est des villages. Je vais me concentrer maintenant que sur les villages. Je ne vais plus parler de Moutier. Donc, on a lancé des visites guidées à la rencontre d'un alpagiste. Donc là, c'était en partenariat avec la FACIM. On emmène des touristes vraiment dans les vallées perdues des belles villes. Et on va rencontrer ces alpagistes, ils voient la fabrication du fromage, ils voient les animaux vraiment en pleine nature, ils peuvent repartir avec leurs morceaux de Beaufort. Sincèrement, c'est vraiment ce qu'ils attendent, ça correspond à leurs besoins, à leurs envies et c'est des visites qui ont marché. On a aussi mis en place la visite à la découverte des plantes comestibles et médicinales avec Alain notamment. Moi, je l'ai faite, cette visite. Franchement, c'est un régal. L'équipe de l'office, en partie, a fait cette visite parce qu'on vend beaucoup mieux ce qu'on connaît. Effectivement, que 7% des gens qui passent par un AMM, c'est dommage parce que quand on fait une visite à un AMM, on a droit effectivement à la petite anecdote historique avec cette plante qui a pu… la plante qui va tuer la grand-mère ou la plante forisante ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. C'est vraiment un plus. On a aussi tenté des visites sur le Brame du Cerf. Donc là, c'était plutôt début d'automne. Et là, je tiens à dire que c'est vraiment une collaboration entre l'AMM et nous, puisque du coup, le produit… il est vraiment créé par l'AMM, mais nous, on est là pour la promotion et du coup, on a fait une démarche auprès de la presse, etc. Il y a eu des articles dans la presse qui sont sortis, ce qui fait qu'on a pu avoir quand même pas mal de demandes pour cette sortie Brame du Cerf. Donc, en gros, le message que j'aimerais faire passer, c'est multiplions ces partenariats entre AMM et Office de tourisme, voilà, pour répondre à la demande, tout simplement. Ensuite, toujours dans notre esprit de se positionner comme un territoire de pleine nature, on est en train de réfléchir à la micro-aventure, à proposer des choses sur la micro-aventure. Et puis, en cours également, il y a la recherche des pépites de notre territoire. Et là, je rejoins ce que, je sais plus, je crois que c'est Alain qui disait ça tout à l'heure, où
Dans les pépites, j'entends différentes choses. Ça va être les pépites, typiquement, point de vue, ce que tout le monde a envie de savoir. Où est-ce que je peux aller pour avoir un point de vue incroyable? Et les pépites, c'est aussi les gens, en fait, qui font le territoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable en tant qu'hôté de vendre le territoire en tenant compte de la population qui y vit, parce que cette population, de toute façon, ce sont nos ambassadeurs. On a besoin d'eux pour nous vendre. Voilà. Alors, quand on dit Paris sur la pleine nature, pour nous, ça c'est aussi passé par toute notre communication. Donc, on a une nouvelle charte, un nouveau logo et on a donc choisi le vert. C'était pas ce sur quoi on était parti au début, mais le vert pour illustrer la nature, l'outdoor, le noir pour la ville, et puis cette écriture manuscrite pour incarner un peu le carnet de voyage. Voilà. Alors, la diapo suivante. On a essayé d'avoir une cohérence sur tout. Donc, typiquement, on a fait un shooting photo été. Les photos que vous voyez là, c'est Moutier. Mais du coup, c'est le Moutier côté nature. Je ne vais pas vous dire qu'on utilise tout le temps ces photos-là pour vendre Moutier. Mais en tout cas, dans un esprit de cohérence et de dire que Moutier, c'est aussi une ville très proche de la nature. À 15 minutes, on a le plan d'eau de cours. Donc, voilà. Si tu veux passer les slides suivantes. Donc là, voilà, c'est le fameux plan d'eau de cours. Ce qu'on met en avant une nouvelle fois, c'est un retour aux sources vraiment et les choses simples. Donc typiquement, là, le pique-nique en famille et la balade. 83% des gens viennent à la montagne pour faire de la balade et 60% veulent faire moins de 300 mètres de dénivelé. Donc, c'est la majorité des gens. Du coup, on est vraiment parti de ce postulat-là, de l'étude de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et voilà. Là, du coup, la photo, c'est le sentier artistique Les Arts en Adret. On a aussi mis en avant des balades thématisées. On a de la chance d'avoir ce sentier de Landart depuis longtemps, avec des semaines de création, et il plaît énormément. Enfin, voilà. Il est accessible, c'est que 2h30, et en 2h30, vous passez près d'un lac, dans de la forêt, et en plus, vous avez des points de vue sur les villages et également des œuvres d'art. C'est le combo gagnant, j'ai envie de dire, et dès qu'on envoie des touristes là-dessus, ils sont tous ravis. Et puis, bien sûr, toujours dans notre mise en scène d'activités douces et ressourçants, il y a la famille qui fait un feu de camp et la sortie vélo, mais du coup, là, on met le vélo en mode pas du tout engagé, en fait. C'est vraiment, encore une fois, la balade pépère, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, du coup, pareil, on met en avant le ressourcement avec une photo paysage et bien sûr les sorties avec les IMM. Voilà. Alors, dans une optique de cohérence, notre guide bienvenue, pareillement, on a fait des thématiques dedans. On a des rubriques, rendez-vous avec la nature, exploration culturelle, balade thématique, top 6 rando. Dans notre top 6 rando, il y a des randos qui sont très courtes. En fait, ce n'est pas tant des randos, c'est vraiment des balades. Il y en a, bien sûr, qui sont difficiles avec du dénivelé parce qu'on est quand même obligé, même si les gens ne vont pas faire cette rando difficile, en tout cas, ils savent que le territoire où ils vont, eh ben, il y a des sommets mythiques. Et donc, c'est important de le mettre en avant quand même. Voilà. La mise en avant du vélo en sortie famille et ce que je vous disais, pas de photos d'activités engagées à l'intérieur de la brochure, même les photos vélo. Et ben, finalement, on a mis des photos de cyclistes qui faisaient une pause paysage ou une pause, on remplit les gourdes à la fontaine du village. Enfin, voilà. Alors, on a une petite question sur le chat sur si l'hôtel est à l'origine du produit ou s'il ne s'occupe que de sa promotion. De quel produit? Je pense qu'il parlait du produit là, sur cette slide-là. Ah, sur
Alors non, c'est une association qui a créé ce sentier artistique de land art, c'est du land art précisément. Et du coup, nous, on fait la promotion. Jusqu'à présent, on en faisait uniquement la promotion, mais on aimerait aller plus loin et on va réfléchir avec l'association justement sur voilà, ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin. Du coup, pareil, notre site internet qui est sorti juste avant l'été, pareillement, voilà, je vous ai mis une image. Ce qu'on met en avant sur le site internet, à nouveau, c'est des petits villages et du ressourcement. Voilà. Et du coup, en complément, voilà, je voulais dire que les autres outils de communication, là, on va mettre en garde des visuels. Ce sera que sur l'été et ce sera que des activités douces. Sur les réseaux sociaux, quand on communique, c'est une personne au bord du lac en train de bouquiner, quelqu'un qui fait du yoga au bord du lac, le feu de camp, la balade en famille. Enfin, voilà, on essaye d'avoir toujours cette cohérence et à l'esprit qu'on veut aller vers ce positionnement pleine nature. En parallèle, on co-construit aussi avec les mairies des villages, si vous voulez, la stratégie touristique, puisque ces villages, avant d'avoir cet office de tourisme, ils n'avaient pas du tout d'office de tourisme. Et donc, ils sont intéressés pour vraiment avoir une vision de leur village, une vision touristique pour leur village dans les 5, 10, 15 ans à venir. Donc, on sait qu'on veut partir sur ce positionnement. Et puis, les kakémonos qui ont été affichés et dans la presse écrite, pareil, on communique l'hiver, mais nous, quand on communique l'hiver, c'est pour dire revenez nous voir cet été. Et pareil, communication, c'est la même chose que ce que je vous ai présenté avant. Voilà. Eh bien, merci Céline beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas si j'ai été claire sur voilà, la stratégie, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une cohérence et de co-construire avec nos sociopros. Voilà. Il y a un gros boulot à faire, oui, tous ensemble, c'est sûr. Est-ce que Alain, est-ce qu'on peut refaire venir Alain sur scène? Donc, il nous reste très peu de temps. On va, pour les suivants, essayer voilà, de faire au plus vite. Alain, est-ce que tu peux remonter sur scène? Sinon, on va écouter Virginie en attendant, donc responsable de l'AEM Voyage. Tu nous expliques ce qu'est l'AEM Voyage. Donc, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller très vite. Désolée, le temps passe très vite. C'est pas grave, c'était intense, très intéressant. Donc, AEM, accompagnateur en montagne, voyage. Alors, qu'est-ce que c'est que cet AEM Voyage? AEM Voyage est une association qui est portée par le SNAM, le Syndicat national des accompagnateurs en montagne, et l'association AEM, des AEM. Et Voyage, eh bien, ils ont créé cette association au début de l'année 2018 parce qu'il y avait un besoin et une volonté des accompagnateurs de développer des séjours tout compris à l'attention de leurs clients. Mais vous savez qu'avec la loi tourisme, il faut avoir une garantie financière, une responsabilité pro et une immatriculation pour être opérateur de voyage. Donc, ça a découragé un grand nombre d'accompagnateurs et du coup, AEM est né au service donc, des adhérents du SNAM pour porter leur séjour tout compris. Alors, je rebondis sur tout ce qu'on a dit précédemment et en fait, ces séjours tout compris, eh bien, ils correspondent parfaitement à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Certains sont vraiment sur une valorisation de territoires, de montagne, de moyenne montagne et même de campagne avec des collinettes, hein, comme on va dire. Donc voilà, chacun œuvre pour son territoire et la valorisation de son territoire. Ils travaillent aussi sur des thématiques qui sont juste géniales, on en parlait. On fait des séjours tout compris à thématique rando, mais avec de la littérature ou de la sylvothérapie ou de la photographie, parce qu'on a des accompagnateurs qui sont aussi photographes ou aussi spécialisés dans un domaine ou par leur métier ou de par leur passion. Et du coup, on a des séjours juste formidables. Avec des thématiques qui sont très, très larges.
et travailler aussi après, comme on va dire, sur la saisonnalité. Moi, je suis là depuis 5 mois hein, au niveau d'AEM Voyage et en fait, on travaille toute l'année. Et tout à l'heure, on parlait justement d'arrêter de cloisonner et l'été et l'hiver. Le printemps, il se passe des choses sur nos territoires et les accompagnateurs sont là aussi avec des thématiques de saison. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ce que vous voulez que je vous parle encore d'autre chose, mais les produits sont là. Notre seule difficulté aujourd'hui, c'est de mettre en relation l'offre et la demande. Du coup, les offices de tourisme, eh bien oui, ça, il faut que les accompagnateurs ils entendent bien que l'office de tourisme est vraiment un relais par rapport à tous ces produits qu'ils peuvent mettre en place. Et le projet de ce rando-portail avec ce tunnel des ventes où effectivement on va essayer de mettre en place tous nos séjours AEM Voyage en plus des demi-journées et des journées accompagnateurs pour avoir une offre globale sur tout le territoire et pouvoir entrer en relation avec nos clients potentiels. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui c'est ça la plus grosse difficulté, de mettre en relation cette offre qui existe et la mettre en relation avec la demande qui est diffuse au niveau des individuels, au niveau des citadins, au niveau des groupes, au niveau… Voilà. Voilà. Le rando-portail peut être une belle opportunité pour l'AEM Voyage. On aimerait bien entendre Alain peut-être nous faire un petit retour sur le rando-portail, mais je ne te vois plus connecté, Alain. Est-ce que tu peux revenir sur scène? Merci Virginie. Bon. On ne t'entend plus non plus, les micros se coupent. Bon. Alain, est-ce qu'on peut revenir sur scène? Oui. Bon, eh bien, on a perdu Alain, il semblerait. Bon, de toute façon, il est déjà 15 h. Il va être temps de rendre l'antenne. Merci à tous d'être intervenus sur notre table ronde. Voilà, on a bien pris note de tous vos conseils pour mettre en lumière nos accompagnateurs en montagne. Et voilà, on est conscient qu'on a encore pas mal de chemin à parcourir avec vous tous, hein, qui êtes en lien avec les activités de montagne. Voilà, et ben écoutez, un grand merci à tous. Merci à nouveau au film d'avoir permis qu'on puisse s'exprimer tous aujourd'hui. Et voilà, on espère vous retrouver. Merci Marie. Bientôt. Merci. Est-ce que tu peux mettre la dernière diapo parce qu'on m'a demandé mon email, je sais que je l'avais mis à la fin. Voilà. Alors. Ah, juste avant. Ah, elle est coupée. Bon. Céline Matteo, @coeurdetarentaise.fr. Voilà, merci. Et juste pour conclure, Marine, si tu veux bien. Oui. Vu que Alain ne peut connecter, ce qu'il faut dire, c'est que les accompagnateurs, en fait, sont des acteurs de terrain. Ils habitent souvent le territoire, donc c'est des gens qui participent à la vie économique des villages et que enfin, on va dire, il n'y a pas que eux qui sont acteurs du territoire, hein, du tourisme. Justement, les offices du tourisme, on est content de travailler avec eux. Souvent, ils sont là pour faire notre promotion, hein, que ce soit sur des salons ou que ce soit dans les pots d'accueil, dans les villages. Et une chose est vraiment importante, c'est qu'on est surtout, je pense, aussi un lien et on est des passeurs de liens de pas mal de choses, de l'image de ce que c'est la montagne, de ce que c'est que le territoire, les territoires autres que les grandes villes, que les grandes urbanités avec ces routes. Et ça, c'est super important. Et donc, là, pour conclure, le retour à la nature, le pari du retour à la nature est possible. Il faut contacter les offices du tourisme, contacter le rando-portail. Là, justement, il voulait en parler, Alain. Le rando-portail va être un outil vraiment très essentiel, on va dire, pour notre pratique,
pour nous, les accompagnateurs, en fait, on peut avoir une belle plateforme et c'est vraiment essentiel. Et je pense qu'on peut remercier énormément c'est tout ce qui a été fait par nos anciens, hein, que ce soit les routes pour aller accéder aux petits villages, qui est l'entretien de cette route. Et ces choses-là, des fois, on ne le voit pas, ou les gens oublient. On a cette autoroute, ces TGV, mais on oublie aussi tous ces acteurs qui permettent justement à aller à cet endroit. Et moi, pour compléter aussi, je dirais que en fait, il est essentiel pour réussir une stratégie touristique de travailler tous ensemble. Mais pour moi, c'est aussi AMM, Office de tourisme, hébergeurs, élus. Enfin, voilà. C'est largement… Les élus, c'est aussi eux qui font nos territoires. Donc, voilà. C'est sûr. Et justement, les acteurs du territoire, s'ils deviennent élus, ils permettent aussi de penser justement à s'ouvrir. Et ça, c'est très, très, très important. Je suis issu de villages fermés et d'ouvrir l'esprit, ouvrir la mentalité, c'est quelque chose qui est en train de venir, qui est venu et qui est apparu, mais pas que l'hiver pour le ski, pour le printemps, l'automne, tous ces moments de l'année qui sont des super moments où on peut se ressourcer justement. Merci à tous. Effectivement, Alain n'arrive pas à remonter sur scène apparemment. Du coup, on vous invite vraiment à aller découvrir le Rando Portail, donc randoportail.fr, qui recense vraiment beaucoup d'activités des accompagnateurs en montagne et qui est en perpétuel développement. Ah, ben revoilà Alain. Ah, Jean-Michel. Donc, un petit peu encore. Ah, bon, c'est pas vrai, ça marche? Oui, ça marche, Alain. Ah, voilà, ça marche. Bon, écoute, vous m'entendez là? Non, vous ne m'entendez pas? On ne te voit pas, mais on t'entend. Bon, il y a eu une petite… D'accord. Il y a eu un petit incident technique. Moi, je voulais vraiment te remercier, Marine. Je voulais remercier aussi Monique Marchal. Je voulais remercier tous les participants, Virginie, Céline, Nicolas, pour tous leurs éclairages, etc. Effectivement, on a plein de chantiers. Jean-Michel, que je vois. Non, voilà. Et je voulais également dire qu'on a des chantiers sur Rando Portail. On va avoir un tunnel de vente et de réservation qui va être mis en place pour le déconfinement. Et puis également une tentative de connexion avec Apidae, voilà, pour pouvoir incrémenter directement, les fiches renseignées par les accompagnateurs sur Rando Portail vers Apidae. Voilà. Je vois Christophe également, mais je pense que c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bon. Ah voilà, je vous vois. Bon, merci Christophe. On a un petit incident technique, mais c'est pas grave. C'était une première. En tout cas, c'était très sympa de nous ouvrir cette porte. Merci à vous. Et puis, on va passer à la table ronde qui succède à celle-ci. C'est sur l'ouverture d'un centre de formation au métier du secours en montagne et en Ukraine. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas insisté, mais il y a encore plein de tables rondes passionnantes également. Voilà. À bientôt.